Je me tourne maintenant vers le chat. Peut-être Philippe, Une tu nous donnes question qui tourne autour du sujet justement du rapport entre l'humanisme et l'utilitarisme dont a parlé le premier intervenant, et donc un doctorant en sciences de l'éducation qui travaille sur l'employabilité des diplômes des sciences humaines et sociales au Mali, pose cette question et s'adresse à Bernard Schnevely donc pour préciser, est-ce que, au fond, l'opposition entre l'utilitarisme et l'humanisme, d'ailleurs, le dernier intervenant vient d'y faire allusion, est-ce que cette opposition est vraiment pertinente, en sachant que l'un, je cite, nourrit et se nourrit de l'autre, c'est un dualisme conceptuel qu'il faudrait peut-être réfléchir dans des contextes différents, demande ce doctorant. Donner quelques éclaircissements. Pour moi, il n'y a pas opposition, bien entendu, entre utilitarisme et humanisme. Que la question telle que je l'ai posée, c'était en termes de à partir de quel principe on pose la question de l'organisation et de la finalité de l'école. Alors, évidemment, si on est dans une approche de type utilitariste, c'est-à-dire quelque chose où il y a un rapport d'une certaine manière d'immédiateté, d'une réponse d'immédiateté de l'école à des demandes sociales, pour moi, c'est ça l'utilitarisme. Pour moi, l'incarnation la plus évidente de l'utilitarisme, ce sont les programmes de l'OCDE et puis les programmes PISA qui présupposent, même si ça a été brillamment démontré par Barthes et Donnet dans leur blague à PISA, même si de fait c'est pas ça qui se passe, mais où on postule d'une certaine manière qu'il faut passer immédiatement ou qu'on peut passer immédiatement de questions scolaires, de savoir scolaire à la vie pratique de tous les jours. Si c'est ça, pour moi, l'utilitarisme, c'est de penser les contenus de l'école en fonction de besoins immédiats et quotidiens et courants de la vie quotidienne pour définir les contenus scolaires. C'est là où j'oppose, mais évidemment opposé pas dans le sens que l'un exclut complètement l'autre, mais dans le sens que les principes qui, à mon avis, doivent régir la pensée des programmes doit être tout autant, sinon plus, une pensée sur le développement de la personne. Et là, je me trouve tout à fait d'une part dans la lignée de Humboldt, Condorcet d'une part et de Vygotsky, mais plus tout autant de Comenius, c'est-à-dire, et je pourrais remonter évidemment dans l'histoire, c'est-à-dire que la formation, le contexte scolaire doit d'abord être pensé comme le développement de personnes dans des contextes culturels différents, etc., et pas comme une réponse à des demandes immédiates, quotidiennes, qui se régissent. Alors, si je dis n'exclut pas, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas faire ça aussi. Bien entendu qu'il faut faire ça aussi. C'est-à-dire, on ne peut pas exclure, par exemple, et encore, hein, ça dépend comment on le pense, tout le questionnement sur l'éducation au développement durable, par exemple, s'il est compris de manière large, peut tout à fait s'articuler avec ça. Mais le problème, c'est quels sont les principes, et à mon avis, le SICUR se pose ça comme problème fondamental, quels sont les principes qui régissent, en quelque sorte, la définition des contenus au sens très large du terme, qui doivent être transmis dans le sens que j'ai dit à travers les disciplines aux futurs citoyens et autres, citoyens, ouvriers, tout ce que vous voulez. Donc, quels sont les principes qui régissent le tout? Et c'est là où je fais une opposition entre une approche à dominante, alors je le dis maintenant comme ça, utilitariste, et à mon avis, on est aujourd'hui dans une forte poussée vers l'utilitarisme,
avec, si je prends juste un exemple, la disparition de plus en plus massive aux États-Unis, par exemple, de l'enseignement de la littérature, au profit, bien entendu, des mathématiques et des sciences, pour donner un exemple très concret, pour répondre à des besoins sociaux précisément. Donc, pour moi, l'utilitarisme, c'est cette immédiateté du rapport et la dominance de la définition de demandes sociales immédiates auxquelles l'école devrait répondre. Et c'est pour ça que moi, je trouvais le titre de l'école bonne à tout faire intéressant, parce qu'après, il y a le problème de la drogue, puis il y a le problème de la santé, puis après, il y a le problème de l'homosexualité, puis après, etc. Et ici, je fais la liste que je fais, c'est toutes les demandes que j'ai eues en tant que directeur pour la formation des enseignants. Donc, tous les problèmes sociaux deviennent des problèmes auxquels on doit former les enseignants qui ensuite auxquels doivent former les élèves. Et cet utilitarisme-là, c'est celui-là que je considère comme critique, et je suis tout à fait d'accord avec l'intervention de la personne là-dessus. C'est pas une opposition, mais c'est en quelque sorte quels sont les principes dominants dans la définition des contenus. Et là, je serais alors un peu, comment faudrait dire, bah oui, traditionnel, laissons, parce que moi, à un certain moment dans le texte, il est dit l'approche traditionnelle. Moi, je suis plutôt approche traditionnelle, c'est-à-dire je défends une conception humaniste de l'école relativement autonome, relativement indépendante des demandes immédiates, qu'elles soient économiques ou qu'elles soient sociales, de la société, une certaine protection qui permet de faire du travail collectif avec les élèves et entre élèves et enseignants pour avoir cet espace, cette scolaire, cet espace de loisirs dans lequel peuvent s'apprendre, peuvent se développer des capacités extrêmement diverses et variées pour aboutir à cette possibilité d'une plus grande conscience, d'une plus grande volonté par rapport à soi-même. Voilà quelques éléments de réponse, et donc je suis bien d'accord que ce n'est pas une opposition, c'est une question plutôt de dominance, de quels sont les principes fondateurs et puis quels sont les principes qui ne devraient pas être fondateurs, mais dont il faudrait bien entendu tenir compte. Voilà quelques éléments de réponse. Merci. Pour prolonger un petit peu, je voudrais reprendre l'exemple que Manuel Pernou a donné à la fin sur le programme de philosophie en France, qui traditionnellement part de notions et jamais de problèmes. D'une certaine façon, c'est un peu symbolique de cette recherche de quelle est la matrice, à partir de quelle matrice on va fabriquer le curriculum. Est-ce qu'on part de la vie ou est-ce qu'on part des disciplines instituées? Est-ce que cette opposition a sa pertinence? J'ai envie de dire, il faut partir des deux en même temps, c'est-à-dire à la fois des savoirs constitués en discipline et en même temps d'une identification des problèmes qui traversent les têtes, même de très jeunes élèves souvent, et auxquels il faut apporter des réponses. Et une école qui dirait « je ne me préoccupe pas des questions vives », comme on dit souvent, qui sont souvent des questions d'actualité, mais qui sont aussi souvent des questions qui ont traversé les siècles, sur lesquelles les hommes ou les femmes d'ailleurs, ne se sont pas forcément entendus. Mais je pense qu'on ne peut pas les opposer de façon radicale, mais construire une matrice qui permette d'aborder les deux faces de cette expérience des savoirs. Et les programmes de philosophie sont intéressants de ce point de vue-là, parce qu'on peut effectivement construire des programmes sur des notions, c'est ce qu'on fait en France, on fait la nature, on fait le travail, on fait la culture, etc. Mais on n'aborde pas les problèmes de la vie qui obligatoirement rendent concret ces notions. Et c'est là sans doute une grande source des difficultés de l'enseignement de la philosophie dans les lycées français. Donc, est-ce qu'il n'y a pas… tout à l'heure, Manuel Pernou, il parlait des entrées.
Par où rentre-t-on? Mais je pense qu'il faut concevoir les entrées au pluriel, et pas simplement une entrée par la constitution des notions disciplinaires, et ensuite peut-être on abordera leur traduction dans les problèmes de la vie. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose à repenser? Je peux faire un petit commentaire là-dessus. Oui, Je Bernard. pense une des grandes difficultés qu'on a dans cette discussion, c'est qu'il y a une confusion entre discipline et discipline, entre discipline académique et la philosophie, par le fait qu'elle est une discipline qui apparaît très tardivement dans le cursus et qui est fortement articulée avec la discipline académique, il y a ici effectivement l'idée de notion qui vient en quelque sorte, j'allais presque dire perturber la constitution de la discipline en discipline scolaire. Or, la discipline scolaire se caractérise précisément par le fait qu'elle n'est pas en dépendance. Et ça, les travaux d'André Chervel sont extraordinairement intéressants là-dessus. Il faut prendre la discipline scolaire dans son autonomie, dans la possibilité de créer des ensembles de savoirs et de savoir-faire et des méthodologies et des instruments qui sont pensés du point de vue de l'appropriation possible par des élèves. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de regarder la chose, non pas à partir de la philosophie, je trouve que c'est le plus mauvais exemple possible. Pour moi, c'est évident que, par exemple, la question des situations, si je devais faire un programme en philosophie, c'est en tout cas pas à travers les notions que j'entrerais. Pour moi, si déjà on pourrait passer à travers l'histoire ou bien à travers les grands débats. Moi, je partais à travers les grands débats qui ont traversé la philosophie, je sais, mais moi, je suis pas spécialiste de ce domaine-là. Par contre, ce que je sais, c'est qu'en français, c'est très clair qu'on ne peut pas faire abstraction du tout de ce à quoi doit servir l'enseignement aussi dans des situations concrètes. Le problème est pour moi pas tellement celui-là. Pour moi, penser en termes de situation est quasi quotidien. Par contre, c'est quels sont les principes globaux régissant le tout, vers quoi on veut amener les élèves. Et c'est plutôt ça. Et là, si j'allais dire, et je termine là-dessus, c'est le totalitarisme de la situation immédiate et quotidienne, en quelque sorte, c'est contre ça que je me bats. Et pour moi, les programmes PISA, c'est un exemple tout à fait parlant de ce genre d'utilitarisme, c'est-à-dire l'évaluation de l'école en fonction de besoins immédiats, plus particulièrement ici encore économiques et sociaux. Alors voilà, excusez-moi, dorénavant, je me tais. Non, non, il n'y a pas d'interdiction à donner. Non, mais je ne vais pas trop causer. Je me retourne vers le chat. Là, oui, il y a Philippe Vatrolo qui pose une question. En tant que formateur d'enseignants, vous savez qu'il était, je crois, un mi-temps formateur et un mi-temps professeur de SES au lycée. Et il explique son expérience de formateur. À quoi ça sert ce que vous apprenez, chers étudiants, futurs professeurs? Et il dit qu'on ne pouvait pas répondre de façon étroitement utilitariste à ce genre de questions du genre, avoir un bon métier ou se préparer à telle fonction. C'est pas ça l'objet. La réponse ne peut renvoyer, dit-il, qu'à une dimension épistémologique et même anthropologique. À quoi ça sert l'enseignement? Pour mieux comprendre et agir sur la société. Mais la question est alors, dit-il, comment former les futurs enseignants à cette dimension qui suppose beaucoup de recul et d'expérience et doit dépasser le simple amour de la discipline? Voilà. Qui veut répondre? Moi, je sais pas si je peux répondre, mais j'aimerais. C'est vrai que là, moi, j'ai annoncé que je parlais dans une logique de prospective ou aussi d'un point de vue assez particulier qui forme des généralistes. Et je pense que la question est en écho pour moi avec cette question du recul et au fond de la distance vis-à-vis des disciplines. Alors, il ne s'agit pas de les exclure, ou évidemment pas, mais
Et je parlais des phénomènes d'entrée. C'est vrai que je travaille plutôt avec des jeunes enseignants ou des futurs enseignants, et on a la chance, en quelque sorte, d'avoir le temps, mais finalement, alors, c'est une façon de reprendre la discussion aussi sur le rôle et le poids objectif et institutionnel des disciplines, notamment à travers les instruments du métier extrêmement codés par des approches disciplinaires. Il y a très vite les jeunes enseignants, d'autant plus quand ils sont en alternance sur les terrains scolaires, se font en quelque sorte aspirer par une problématique disciplinaire, alors là, pour le coup, très immédiate et avec une vitesse qui nous déborde en quelque sorte. Donc le problème du recul épistémologique, évidemment, alors moi je suis tout à fait dans cet esprit que je suis intervenu. C'est peut-être pour ça que la question des savoirs en formation, de quelle discipline on a besoin en formation, là, elle doit être en partie reposée. C'est bien sûr une question très, très délicate à poser dans un contexte où le temps de formation est extrêmement réduit. Mais est-ce que c'est les disciplines didactiques qu'il faut enseigner, ou est-ce qu'à côté de ça, on le fait à travers ce qu'on appelle chez nous des approches transversales, mais est-ce que là, sur la question des finalités de l'enseignement, la question très large, aussi, pourquoi pas, des politiques éducatives, des grandes finalités de l'éducation, il y a paradoxalement assez peu de place pour se questionner sur la fonction et la nature du travail, et d'une certaine manière, donc ça répond en partie à cette question de la distance qu'on doit offrir et du temps d'entrée, prendre le temps d'entrer dans un métier d'une certaine manière, voire dans une formation. Et là, on a évidemment un enjeu majeur. Mais c'était mon point de vue. Je peux répondre aussi à la question, oui, à quoi, pour mieux comprendre et agir sur la société, certes, effectivement, c'est la finalité de notre formation et de l'enseignement. Et ça pose la question des programmes, hein, comme il a été dit pour le programme de philosophie. En français, par exemple, il y a effectivement des impensés ou des minorisations programmatiques qui empêchent effectivement de comprendre et d'agir sur la société d'une manière optimale. Alors, j'ai parlé de la littérature francophone tout à l'heure, hein, qui devait avoir accès à un enseignement il y a 20 ans, ou il y a plus de 20 ans, et qui ne l'est toujours pas, sauf d'une manière très marginale, avec des initiatives individuelles, mais pas à l'échelle collective et nationale. Voilà un exemple de retard à l'allumage qui fait qu'effectivement, par rapport à la relation pédagogique et bien entendu aux apprentissages des publics, il y a vraiment quelque chose, un phénomène dommageable, véritablement. Hein. De même que le non-enseignement ou le peu d'enseignement de l'arabe, c'est un facteur handicapant, puisqu'on sait que la cristallisation donc, des publics arabophones va se faire davantage sur d'autres institutions, telles que par exemple l'institution cléricale, hein, les mosquées, etc., ou des institutions privées qui n'ont pas toujours un idéal laïque extrêmement affirmé. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a au niveau programmatique et des curricula une réflexion à mener pour faire qu'effectivement il y ait davantage d'adhésion des publics à l'égard donc des enseignements, et à ce titre-là, une meilleure compréhension et une meilleure action sur la société elle-même en tant que telle. Il y a dans le chat une remarque de Bernard Desclos que je lis. L'école est sans doute un objet culturel, mais aussi un appareil d'État qui a une fonction sociologique, faire du commun, produire des différences et hiérarchiser, dans un but de permettre la survie ou l'évolution d'une société. Il y a bien un utilitarisme de l'école. Et à la suite, Philippe Watrelot réagit à ce que dit Bernard Schneubly sur l'autonomie des disciplines scolaires. Il veut, dit-il, évoquer la construction des programmes en France et en particulier des sciences économiques et sociales. Les groupes d'experts du Conseil supérieur des programmes font la part belle aux universitaires et l'évolution des programmes de SES vise de plus en plus à mimer, entre guillemets, les savoirs universitaires et s'éloigner de la dimension de culture générale. Je rajoute que ces experts, s'ils le sont dans leur domaine strictement scientifique, sont souvent ignares dans la connaissance des mécanismes d'apprentissage. La question est donc celle de savoir qui doit construire les programmes.
Juste deux mots. D'abord, moi, je fais la différence entre utile et utilitaire par rapport à la question précédente. Évidemment que l'école est utile pour la société et puis elle fait exactement ce qui est dit, c'est-à-dire d'une part créer du commun et créer de la différence et donc hiérarchiser. Moi, je suis absolument d'accord avec ça. Ici, c'était pas, disons, juste pour introduire cette différence entre utile et utilitariste, même il faudrait dire utilitariste, c'est-à-dire orienté vers des buts ou des objectifs qui sont immédiatement utiles, c'est pour ça utilitariste, et de construire les programmes en fonction de ça. Alors maintenant, par rapport à la question qui est posée ici, moi je trouve ça extrêmement intéressant et je suis absolument d'accord que souvent, notamment les programmes du supérieur, hein, parce que ça se passe très très différent ailleurs, sont faits par des super spécialistes et puis qui sont effectivement, là, je reprends, ignares des réalités sociales et puis notamment ont des perspectives qui sont précisément celles de, en quelque sorte, introduire, faire des sous-experts de la discipline des enseignants. Or, les disciplines scolaires ont un autre but, c'est très clair, et c'est pour ça que j'insiste tellement. Je pense qu'il devrait être interdit de parler de discipline seule. Il y a des disciplines académiques et il y a des disciplines scolaires. Les disciplines scolaires ont une toute autre fonction que les disciplines académiques, même si, bien entendu, elles sont en rapport les autres. Alors, qui doit construire? Pour moi, c'est d'abord les enseignants qui doivent construire les programmes. Ça me paraît évident. D'ailleurs, ici en Suisse, c'est essentiellement les enseignants qui produisent les programmes scolaires du primaire, du secondaire et puis même du supérieur. Donc, pour moi, ici, les vrais experts des disciplines scolaires sont les enseignants des disciplines et non pas les enseignants. Alors, c'est très bien qu'il y ait aussi des enseignants, des experts universitaires. Hein, moi, je suis pas contre, mais que ce soit les experts universitaires qui fassent des programmes pour le scolaire, c'est une aberration. Ça n'a aucun sens parce que précisément, ces personnes, elles ont raison de le faire. Hein, pensent en fonction de leur discipline et non pas en fonction, alors je reviens avec la conscience curriculaire, c'est-à-dire en fonction d'une discipline dans un ensemble d'autres disciplines, en fonction du développement des élèves et puis des apprentissages des élèves pour créer ces personnalités qui sont capables d'agir dans les différents contextes qui ont été mentionnés dans la question, sociale, civile, familiale, professionnelle et personnelle. C'est moi qui ajoute personnel. Donc, on voit qu'on est dans un autre monde. Et de ce point de vue-là, moi, cette question-là me paraît particulièrement pertinente, qui construit les programmes, parce qu'en même temps se pose la question, qui produit les programmes, avec quel horizon, avec quelles attentes, avec quelle finalité. Et c'est là où la conscience curriculaire dont on a parlé, mais elle joue aussi un rôle. Voilà quelques éléments. Merci. Si je peux intervenir, la question, c'est aussi, enfin, c'est peut-être pas tout à fait, je l'ai peut-être pas réussi à le dire comme il faut, mais le regard extérieur aussi sur l'ensemble des débats du SICUR et de toute cette question c'est la question même du programme, au fond, qui est interpellée pour moi. Et c'est-à-dire, non seulement qui les écrit, mais est-ce qu'on en a besoin? Et il y a des manières de faire qui sont curriculaires, justement, qui se distinguent volontairement de la notion de programme, qui, par sa nature même, en quelque sorte, contient cette position de surplomb. Enfin, elle est très, très difficile à compenser. Donc, je réagis aussi à ce que disait Denis tout à l'heure. On veut toujours faire les deux, et c'est très récurrent dans les discours ou dans les interventions qui ont été faites à différents moments du séminaire ou dans les différentes sessions précédentes. C'est oui, d'accord, les problèmes, les expériences, la vie, mais quand même les disciplines, quoi. C'est comme s'il fallait toujours. Et je trouve que c'est un peu provocateur, ce que je dirais, c'est trop vite dit, mais la rupture, elle est aussi à questionner de ce point de vue-là, en disant est-ce qu'on peut rompre avec cette approche programmatique, disciplinaire, y compris sur la question il ne s'agit pas d'exclure les savoirs, c'est pas du tout ça. La question, elle n'est pas entre de se priver des savoirs, mais cette question de l'induction à partir de l'expérience avec des professionnels, experts, effectivement, dans différentes sortes de savoirs qui peuvent accompagner en quelque sorte l'apprentissage souvent extrêmement pointu. Enfin, j'ai
n'ai pas eu le temps de le dire, mais les modèles pour moi actuellement, peut-être qu'il faudrait réfléchir, c'est ce qui se passe dans les conventions citoyennes avec des gens tirés au sort, etc., qui bel et bien mettent en œuvre des processus d'apprentissage, se documentent, ont un temps extrêmement développé pour apprendre, consulter des experts, aller chercher le savoir là où il est, quoi. Et à partir de problèmes extrêmement bien circonscrits à la base et qu'on apprend à développer. Donc ce modèle-là, moi, me paraît assez fondamental à réfléchir en matière curriculaire pour se demander mais qu'est-ce qui se passe et pourquoi l'école ne serait pas capable d'être ce genre d'assemblée-là, c'est-à-dire j'en profite pour parler de la question de l'autonomie de la culture scolaire dont parlait Bernard à partir des travaux de Chervel ou de Forquin qui s'y appuient, c'est-à-dire l'autonomie de la culture scolaire, elle a l'air parfois un peu close sur elle-même, quoi. Que l'école produise sa propre culture, pourquoi pas? Mais pourquoi elle ne la produit pas à l'attention de l'extérieur de l'école? Enfin, il y a aussi là un renversement, en quelque sorte, de l'institution scolaire comme lieu de production, ce que Bernard Stiegler appellerait des loisirs productifs dans une logique contributive, quoi. Pourquoi l'école ne contribue pas, comme le font les assemblées citoyennes, par exemple, à produire du savoir pour la société? Ça paraît pas complètement... ça paraît très difficile à faire, mais ça paraît en tout cas pas complètement impossible à imaginer. J'ai envie de prolonger cette réflexion à partir d'une remarque que Manuel a faite tout à l'heure dans son intervention, en disant que les élèves eux-mêmes font évoluer les systèmes disciplinaires. Et je trouve que c'est une réflexion intéressante parce que peut-être qu'en analysant en quoi les élèves influent le système disciplinaire d'une certaine manière, par quel processus ils y arrivent, et est-ce qu'il faut, j'ai envie de dire, est-ce qu'il faut les laisser faire ou est-ce qu'on juge pour eux du bon chemin qu'ils doivent suivre? C'était inspiré d'une remarque de Bernard, d'ailleurs, cette idée. Ouais. Oui. Donc, cette idée, c'est que les disciplines sont mises en mouvement par les élèves. Ça, c'est Chervel notamment qui le dit. Et il le dit dans comment, donc, il le dit, et c'est pour ça cette expression, elle est, puisqu'on est dans le militaire, dans le corps à corps entre enseignant et élève, hein, c'est ça l'expression qu'il utilise. Et c'est clair que l'enseignant qui est au corps à corps avec les élèves changent. Donc, il peut pas refaire. Alors, si je dis l'enseignant, c'est pas l'enseignant individuel. Le corps des enseignants, la profession enseignante se trouve face à un corps, si j'ose dire ça comme ça, d'élèves, hein, dans ce corps à corps, qui, lui, change. Et donc, par le fait que les personnes auxquelles ils s'adressent et que les enseignants doivent s'adapter, ça fait évoluer les disciplines scolaires. Donc, j'insiste vraiment sur discipline scolaire, hein. Alors, par rapport à ce que dit après je m'arrête, juste par rapport à ce que dit Manuel, par rapport aux conventions citoyennes, je veux dire, les élèves sont des élèves qui doivent encore apprendre systématiquement. Tu as dit, aller chercher les savoirs. Certes, une personne formée, cultivée avec un haut niveau peut aller chercher des savoirs. L'élève doit, lui, pour l'essentiel, construire des savoirs, transformer dans le long cours, et ce long cours, il laisse très souvent lent, construire des savoirs. Prenons des savoirs mathématiques, prenons des savoirs grammaticaux, prenons des savoirs sur la lecture de textes, et ainsi de suite, je pourrais prolonger. Et ces processus d'apprentissage et de développement sont des processus longs, et les disciplines sont précisément des outils à la disposition des enseignants pour construire ces savoirs dans le long cours et de transformer fondamentalement les manières de penser, parler, faire des élèves. Et ce regard-là, c'est pas juste
aller chercher des savoirs, c'est pas ça. Ouais. C'est que construire des savoirs et de construire des savoirs systématiquement dans le long cours. Il me semble que cette dimension-là, dans les débats que j'ai vus jusqu'à présent, me semble relativement peu présent et j'insiste très fortement là-dessus sur ce côté développemental long cours, systématique, nécessaire pour arriver à un certain moment à résoudre une intégrale ou bien à faire une analyse de texte relativement compliquée avec des outils qui sont à disposition et puis qui ont été élaborés. Donc, c'est pour ça que j'insiste tellement là-dessus. Et puis, il y a juste, je vois qu'il y a une petite remarque sur qui produit les programmes. C'est évidemment pas les enseignants seuls, hein, c'est juste pour… mais les enseignants, à mon avis, doivent être au cœur du processus. Voilà, ça c'était juste une petite parenthèse parce que je vois qu'il y a une petite question dans le chat. Voilà donc 2 ou 3 éléments c'est pour ça, discipline scolaire comme des outils, des cadres d'action dans lesquels agissent nécessairement les enseignants et les élèves, ce qui n'exclut pas du tout des processus inductifs, bien au contraire. Mais ils doivent être organisés systématiquement. Est-ce qu'on J'ai pas voulu entendre que… Oui. Pardon, non, il n'est pas question de laisser les élèves ou les enfants seuls face à ces enjeux, mais c'est vrai que cette question de l'articulation et au fond de la mise à la disposition des disciplines, l'importance effectivement de cette structuration, elle est d'une certaine manière subordonnée à la notion même d'objet, qui pour moi demande du temps à être élaboré, etc. On part souvent de l'idée que avoir des objets de savoir est une évidence, et je pense que ce n'est pas le cas. Y compris pour des adultes, y compris pour des jeunes enseignants, qui, quand on les voit réfléchir au travail scientifique, par exemple, ou des enjeux épistémologiques, ne s'approprient pas nécessairement, et très vite, la question de l'objet, et encore moins de l'objet en termes scientifiques, par exemple, quand on parle de construction d'objets. Donc, ce temps infradidactique me paraît très, très important dans l'élaboration, avant d'arriver avec la logique didactique, et je souligne que c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de didacticiens jusqu'à aujourd'hui dans les interventions du SICUR en général, sauf erreur, et c'est très intéressant, je trouve que ça pousse la confrontation avec des approches plus peut-être comme la mienne, beaucoup plus transversales et d'ordre finalement assez politique, et des exigences de fond sur le développement des apprentissages. Là, il y a vraiment quelque chose qui se passe, effectivement. Ce serait intéressant de ce point de vue d'analyser les conventions citoyennes. Il y a des tas de gens qui les étudient d'ailleurs, pour voir comment les processus d'apprentissage ont lieu dans ces enceintes, au sens que Bernard évoquait. C'est-à-dire, c'est quand les gens sont confrontés à des problèmes sociaux, politiques, comment ils construisent des processus par rapport à quoi, et avec des analogies finalement avec ce que les élèves peuvent vivre à l'école. Et la question des généralistes, j'insiste, mais comment les élèves font bouger les disciplines, c'est une chose, mais comment ils font bouger quelqu'un qui n'est pas fondamentalement ancré dans une discipline, mais dans une approche généraliste de l'éducation. La question se transforme un tout petit peu de ce point de vue-là. Martine, tu voulais intervenir? Voilà, je suis entièrement d'accord, bien sûr, sur la co-construction des savoirs. Les savoirs étant posés comme étant des éléments cognitifs objectifs ou objectivables, pas dans l'absolu, hein, il n'existe pas forcément de savoir absolu, mais ce sont des savoirs objectivables. À côté de cette co-construction des savoirs, l'objectif éducatif, à mon avis, est celui du dialogue des cultures, savoir et culture, en sachant que les cultures, ce sont des savoirs subjectifs, voilà, tels que les communautés, hein, de différents critères, bien entendu, les ont construits au fil des siècles, hein, et des générations. Donc, savoir et culture, je crois qu'on a intérêt à davantage les articuler, comme le fait finalement le socle, hein, de connaissances, de compétences et de culture. Et d'autant plus qu'on est maintenant dans une ère des médias, de l'audiovisuel, donc de quelque chose qui permet de symboliser le rapport au monde, hein. Il y a ce troisième élément qui est la médiatisation, donc des savoirs et des cultures, hein, les savoirs par l'informatique, qui devient effectivement une science de référence, bien entendu, à l'échelle de la mondialisation, hein. Mais à côté de l'informatique, il y a tous ces arts de la communication, hein, mondialisés, qui font que autant les cultures que les savoirs, désormais, détiennent une part de marché très conséquente.
D'ailleurs, on parle d'économie de la connaissance. Le capitalisme cognitif est actuellement un des paramètres tout à fait fondamentaux qui nous amène finalement à revisiter nos propres paradigmes en tant que tels. C'est pour ça que pour arriver à équilibrer les relations à l'échelle internationale, puisque tout le monde le sait, nous sommes dans une situation de grave crise stratégique, où les repères sont quand même relativement remis en question. Eh bien, il importe sans doute de développer le dialogue des cultures en complément de la co-construction des savoirs, c'est indéniable, pour arriver finalement à harmoniser les relations au niveau géopolitique et au niveau géoculturel qui intéresse en premier lieu les publics. Parce qu'il y a véritablement un questionnement identitaire. Et au travers de tous ces phénomènes de violence que l'on peut vivre, il y a vraiment une recherche d'identité, d'appartenance. Qui suis-je? Dans quelle société est-ce que je vais me construire? Sur la base de quels repères? Donc, il me semble que nos discours sont complémentaires, loin de s'opposer. Ils aboutissent finalement à la même finalité. Oui, je me tourne vers le chat. Oui, il y a plusieurs remarques ou questions. Une remarque d'abord, Yves Zarka pose la question de pourquoi finalement le système d'élaboration des programmes du primaire en 2002, qui était un exemple selon lui de ce qu'il faudrait faire, a été abandonné. Ça me permet de rebondir en posant la question, est-ce qu'au fond, cette question des disciplines peut-elle être posée de la même façon pour l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire? Est-ce qu'on n'est pas systématiquement dans une référence implicite sur l'enseignement secondaire? Et autre remarque donc d'un autre intervenant, d'un autre participant qui remarque que la notion d'interdisciplinarité n'est pas apparue dans les présentations et dans le débat, et qu'à son sens, c'est une des clés qui devrait servir à la construction des programmes et des orientations pédagogiques. Si l'on part des questions des élèves, il me semble que des réponses interdisciplinaires seraient à la fois utiles et fondamentales dans les apprentissages et l'acquisition d'un mode de pensée logique. Ça me permet aussi de faire peut-être une remarque personnelle. Au fond, est-ce que les élèves, la pression que les élèves portent sur le système d'enseignement n'est pas, lui, quelque chose d'ordre curriculaire, dans la recherche d'un sens global que les élèves peuvent rechercher? Et est-ce que cette philosophie curriculaire est bien au cœur de la réflexion des professionnels de l'école? C'est une question qu'on peut se poser vu la formation qu'ils reçoivent et le fait, par exemple, qu'en France, le terme même de curriculum dans l'institution n'est pas reconnu. Donc, je ne sais pas qui veut aborder ces questions. Juste peut-être un point avant de vous redonner la parole. Au SICUR, nous sommes dit plusieurs fois qu'il faudrait que les élèves aient une vision un peu cartographique des savoirs. C'est-à-dire que pour les élèves, les cloisonnements disciplinaires sont des forteresses. Ils le vivent comme cela parce que, alors dans le secondaire, ils sont incarnés par des professeurs différents, mais j'ai envie de dire même dans le primaire, au premier degré, le cloisonnement existe. Quand on fait des mathématiques, on ne fait pas de la lecture, et quand on fait de la lecture, on ne fait pas de l'histoire, etc. Et il y a peu de communication entre ces champs parce que l'enseignement est organisé en discipline, y compris dans le premier degré. Mais est-ce que l'idée d'avoir une approche plus cartographique des savoirs permettrait de leur donner davantage de sens? C'est une question que je me pose et qui rejoint un petit peu la remarque de la personne qui parle de l'interdisciplinarité. Je vous cède la parole. À qui? Moi, je veux bien. Oui, alors c'est une question très, très intéressante là aussi, face à l'évolution des curricula en général, et c'est vrai que là aussi, je parle du point de vue de la Suisse ou de la Suisse romande plus particulièrement, avec un plan d'études roman qui a maintenant plus de 10 ans, mais qui est structuré de manière assez peu comparable à ce qu'on appelle les programmes en France.
avec des domaines disciplinaires qui sont souvent d'ailleurs déjà eux-mêmes conjoints. Enfin, ça rejoint bien cette question de la discipline scolaire. Mais il y a aussi toute la question des compétences transversales, des enjeux de formation générale. Enfin, voilà, il y a déjà finalement une tournure curriculaire qui a été prise chez nous, ce qui ne résout pas le problème justement de la tension potentielle avec les disciplines plus spécifiques. Mais cette question, elle me fait penser plutôt à la question des compétences réflexives, où on disait dans la question métacognitive, c'est-à-dire comment s'orienter, c'est-à-dire c'est ce que j'appellerais des savoirs d'orientation. Et là, on a une réflexion à mener sur les compétences fondamentales, pas au sens disciplinaire, pas au sens même des problèmes sociaux, c'est quoi se repérer face à des savoirs. Et ça, c'est quelque chose qui concerne de loin pas que les élèves. Donc le paradoxe, c'est que plus les sociétés se différencient fonctionnellement, plus le besoin de réflexivité augmente. Et là, il y a des enjeux sur la question de la compétence clé de ce point de vue-là. Elle est très, très difficile à résoudre. J'aurais une proposition, notamment à partir de la philosophie de Paul Ricoeur, sur la question ce qu'il appelle le paradigme de la traduction. Il y a des textes, à mon avis, très importants dans cette perspective, sur la question de la traduction comme phénomène assez général, qui non seulement peut être très général, c'est-à-dire pas seulement traduction des langues ou d'une langue à une autre, mais y compris traduction de sa propre expérience dans de nouveaux termes ou dans des termes différents. Et il y a un paradigme assez général qui serait intéressant à aborder, en particulier dans un séminaire qui s'intéresse à la question des cultures ou de la pluralité. Qu'est-ce que c'est que et peut-être encore plus dans une époque où la traduction, comme souvent, est prise en charge par des moyens automatisés, ce qui, de ce point de vue-là, au sens littéral du métier de traducteur, le met en danger. Mais la compétence de traduction va bien au-delà de la question de la traduction des textes. Elle a, de ce point de vue-là, la valeur peut-être de compétences, en tout cas de champ de compétences à discuter. Et je voulais juste ajouter un dernier mot, si je peux, c'est que le travail de préparation ici m'a donné l'occasion de plonger dans les textes réglementaires français, ce qui est toujours intéressant. Et il y a notamment au tout début du référentiel de compétences, affirmer que tous les personnels concourent à des objectifs communs et peuvent se référer à la culture commune de leur profession. Là, il y a une mise en abîme de la notion de culture dans la perspective d'une culture commune de leur profession. Et je pense que là, il y a aussi matière à discuter, notamment dans le rapport entre primaire, secondaire ou tertiaire, et puis cette spécificité peut-être. Et là, on peut dire qu'il y a peut-être pas mal de problèmes sur la culture commune, et des enjeux de traduction, notamment entre disciplines, etc. Je m'arrête là. Peut-être un petit mot aussi encore sur l'interdisciplinarité. Je pense qu'il y a eu pas mal de programmes, et notamment récemment en Finlande, qui ont fait le pari de construction curriculaire de ce type-là. Et la Finlande vient d'abandonner ces concepts-là parce que visiblement, ça marchait que très moyennement. C'est pas du tout pour dire que l'interdisciplinarité n'est pas disons, un lieu nécessaire de rencontre entre disciplines. Mais l'interdisciplinarité, d'une certaine manière, présuppose, le mot lui-même le dit, de la disciplinarité. C'est la discipline qui permet l'interdisciplinarité. Et donc, ces lieux de rencontre sont nécessaires à construire. Ce où je suis plus sceptique, c'est la possibilité de construire tout le programme à partir de l'interdisciplinarité, ce qui est un peu suggéré implicitement dans une des deux questions. Ce sur quoi j'insiste encore une fois, puis c'est ma dernière remarque, psychologue que je suis aussi, didacticien, c'est la nécessité de construction systématique, pas à pas, de connaissances complexes qui permettent la transformation des propres processus. Et ça, c'est vrai, pas seulement pour les maths et pour le français, c'est vrai aussi pour la musique, c'est vrai aussi pour l'art visuel, etc. Il y a ici des processus qui sont mis en branle et puis qui demandent du temps et de la systématicité pour pouvoir aboutir véritablement à des transformations fondamentales de la personne. Pour moi, c'est un peu ça, un des enjeux qu'il y a, puis c'est ça le but
le but, la fonction des disciplines dans leur construction, dans leur organisation, dans leur long cours, avec, et là je termine là-dessus, avec oui, il faut en même temps aussi penser l'interdisciplinarité, et c'est ça aussi qui pourrait contribuer, parce que c'était une des questions qui était posée, à une plus grande conscience curriculaire par la collaboration aussi d'enseignants de différentes disciplines. Dernier petit point de vue sur le chat, s'il y a encore des questions. Ah, oui, il y a une remarque d'une enseignante qui explique qu'elle est généraliste, entre guillemets. J'entends souvent l'idée, dit-elle, que l'élève ne fait pas sens, que l'école ne fait pas sens, mes collègues de cycle 3 et moi-même. Donc, je pense que c'est une professeure des écoles. Essayons, pour répondre à ce questionnement, de construire deux systèmes de liens, l'idée étant de les rendre visibles et perceptibles. D'une part, les liens entre les disciplines enseignées, ce qui donne lieu à des affichages de liens, et d'autre part, entre l'enfant, l'élève et le citoyen du monde, donner une place à chacun à l'école en construisant les liens entre les trois, l'enfant, l'élève, le citoyen. Nous débutons dans cette construction, mais nous constatons un côté jouissif pour les élèves de construire ces liens. Est-ce que nous nous inscrivons dans l'idée de curriculum que vous proposez? Voilà la question. Je veux bien ajouter un mot. Oui. Moi, je pense que oui, dans la mesure où on peut définir en quelque sorte le curriculum comme un ensemble d'expériences, et que ce qui est évoqué ici, en quelque sorte, c'est l'articulation et l'élaboration de l'expérience. De ce point de vue-là, si on se centre sur le parcours de l'élève, il est bien question d'une approche curriculaire. Mais c'est une définition relativement précise et restreinte. On ne parle pas des curricula comme programme, et on n'est pas du côté du formel, mais du côté de l'expérience formatrice, il y a bien une approche curriculaire intégrative, comme on dit parfois. D'accord. Il y a une réponse de la personne qui intervenait sur l'interdisciplinarité qui explique très clairement qu'elle ne vient pas se substituer aux disciplines, mais elle vient solliciter les disciplines. Je pense qu'il a raison. Donc, écoutez, il est 12h30. Je pense qu'on va arrêter, faire une pause, et le séminaire reprendra à 14h avec Dominique Bucheton. Voilà, je remercie infiniment nos trois invités pour tout leur rapport très riche, je crois, et bien sûr, je souhaite qu'ils puissent continuer à intervenir, y compris cet après-midi.